Bonjour chers motonautes, bienvenue sur une nouvelle vidéo de motonet.com. Nous sommes ici au Portugal où nous sommes réfugiés dans une petite salle parce qu'il commence à pleuvoir en cette fin d'après-midi, mais rassurez-vous, on a eu un temps splendide toute la journée pour essayer la grosse nouveauté Honda 2023, la deuxième grosse nouveauté Honda 2023 puisque après la Hornet, nous essayons la Transalp. Alors le large project leader comme on dit dans le métier de cette Transalp 750 est formel. Il affirme avoir retrouvé ce qui était si bon et si unique sur la XL 600V d'origine, la Transalp de 1986, un savant mélange entre agilité citadine, confort routier et capacité en tout chemin. On le voit au niveau des lignes, le choix a été très simple. Ils ont voulu quelque chose de très sobre. C'est le département recherche et développement Italie qui est à l'origine de cette moto, comme pas mal des best-sellers de Honda ces dernières années. Et donc on note tout de suite le phare avant. Il n'est plus question d'un phare carré sur la Transalp ni d'un phare oblong comme c'était le cas dans les années 2000. Ici, elle emprunte donc le phare de la CB500X. Ça fait un avant plutôt petit, plutôt discret par rapport à l'Africa Twin qui, elle, conserve une mine un peu plus agressive, on va dire, un peu plus sportive. C'est plutôt réussi et ce qui est très réussi également, c'est le clin d'œil à la décoration blanche, bleue et rouge du modèle originel. Ce qu'on note également, ce sont les logos Transalp. On en voit ici aussi tout petit au niveau du plastique de l'habillage. Il y a des notes, des petits clins d'œil aux anciens modèles. Et ça, c'est vrai qu'on apprécie. Les personnes qui ont connu les anciens modèles aiment bien avoir ce type de rappel sur ce genre de moto. C'est une moto qui est fabriquée au Japon. La finition est vraiment impeccable. À la rigueur, la seule remarque qu'on pourrait faire, c'est au niveau des platines de repose-pied. Il y a un petit habillage en plastique qui commence déjà à vieillir alors que les motos ont 1000 km. C'est un peu dommage, on aurait peut-être préféré des platines complètes en métal. On note aussi ici et là sur la boucle arrière par exemple des soudures un peu grossières, mais d'une manière générale, l'agencement, la finition, tout ça c'est très propre, c'est digne de Honda, il n'y a pas de souci. Et puis en termes également d'équipement, de périphérique, on le voit, il y a des roues forcément à rayons, c'est du trail, une belle jante de 21 pouces à l'avant, 18 pouces à l'arrière, des disques qui sont découpés façon un peu pétale, un peu plus sportif. Elle se contente d'étriers à fixation axiale, mais on verra que ça suffit largement. Et puis en termes d'électronique, il y a une électronique qui est vraiment à jour, peut-être pas à la pointe de 2023, mais qui est largement suffisante. À l'avant, on a choisi du Showa, comme souvent, un modèle inversé avec des fourreaux de 43 mm, un modèle SFF avec les fonctions séparées, un ressort dans un fourreau, l'hydraulique de l'autre côté. Pour gagner du poids, c'est plus pratique. Et gagner également en termes économiques, en termes de production. C'est une fourche qui offre un débattement de 200 mm, donc c'est très confortable. On a pu le tester très brièvement, trop brièvement sur des chemins, mais en ville, on a apprécié le fait que cette fourche absorbait tous les gros chocs, que ce soit des dodanes, que ce soit des pavés. C'est vrai que le trail, là, a vraiment une carte à jouer face à des roadsters qui sont plus vifs, c'est sûr, peut-être plus rigoureux, plus sportifs, mais beaucoup moins confortables. À l'arrière, on trouve un amortisseur qui est monté via un système de biellette ProLink, appelle ça Honda, qui se débat donc sur 190 mm. En tout, on a une garde au sol de 210 mm. C'est vraiment super pour que ce soit de la ville, pour monter, descendre des trottoirs, que ce soit sur les petits chemins. On a quand même un peu de hauteur. En revanche, il faudra faire attention parce qu'on le voit ici, le sabot n'est pas fourni d'origine et ça c'est une petite lacune quand même qu'il y a sur cette Transalp à ce niveau-là. Le bras oscillant, il est en aluminium, c'est un modèle qui s'apparente à celui de l'Africa Twin, la 1100, la grande sœur, le Maxi Trail de chez Honda. Et l'ensemble donc fonctionne très bien. Le moteur qui tape pas mal, surtout dans les tours, ne met pas à mal du tout le train arrière, même sur route.
Sur les routes qui sont très propres, on arrive à mettre un bon rythme. Évidemment, il faut piloter de manière coolée, mais pas forcément à la cool. On peut mettre un peu de gaz. Et puis, les deux suspensions sont bien assorties l'une avec l'autre. Il y a des transferts de masse, oui, c'est certain, c'est un trail, mais ils sont parfaitement gérables, maîtrisables et prévisibles. Parlons un peu du moteur, un sacré moteur puisqu'il a eu non seulement raison du 4 cylindres en ligne de la Hornet, mais également du V-Twin de la précédente Transalp. Donc c'est un bicylindre en ligne qui cube 755 cm3. Il y a deux pistons donc de 85 mm de large qui s'ébattent sur 63,5 petits millimètres, on a envie de dire. C'est un moteur donc qui a des cotes super carrées. Il n'est pas super creux pour autant, il développe 91,8 chevaux à 9500 tours et il a des mi-régimes qui ne sont pas faiblards pour autant avec 75 Nm disponibles dès 7250 tours minute. À l'utilisation, bon, c'est vrai que la Transalp est un peu plus lourde que la Hornet. La configuration est strictement la même, mais il y a une vingtaine de kilos à tracter en plus. C'est un modèle qui est plus imposant aussi, donc à haute vitesse, il y a plus de freins aérodynamiques. Donc, sur les rapports élevés, 4e, 5e, 6e, on sent que le moteur peine un petit peu plus dans la première moitié du contour, sous les 5000 tours minute. C'est vrai qu'à deux, chargé, dans une côte, nez contre le vent, il faudra nécessairement descendre des rapports, ce qui ne sera pas forcément obligatoire sur une Africa Twin par exemple, qui dispose de 30 Nm de plus. Petite différence entre le moteur de la Hornet et le moteur de la Transalp, c'est au niveau de la connexion de la poignée des gaz. Il y a une réactivité qui est légèrement moindre afin de donner un caractère un peu plus tourisme à ce trail. Et c'est vrai que ça se ressent aussi au guidon. Les accélérations sont peut-être un petit peu moins réactives, un peu moins bondissantes sur le trail que sur le roadster. On trouve le même embrayage à glissement limité. On trouve également la même démultiplication, que ce soit dans la boîte ou au niveau de la démultiplication finale. Différence tout de même, c'est le pneu arrière, la jante de 18 pouces, le pneu qui est un 150 par 70, donc qui est un petit peu plus haut et qui fait tirer la moto un peu plus long également. Par rapport à la Twin, à la jumelle Hornet toujours, le cadre a été revu. Il y a une partie à l'avant qui bénéficie d'un acier légèrement différent, plus épais, et puis surtout, on a envie de dire à l'arrière, puisque là c'est ce qui est plus flagrant, il y a une boucle arrière qui a été rallongée de 12 cm et demi, qui a été élargie de 4 cm et demi, ceci afin de bénéficier d'une charge utile plus importante, de pouvoir prendre armes et bagages sans aucun souci. C'est en termes de poids un peu plus lourd forcément que la Hornet, mais c'est plus léger que la CB500X, qui est la petite sœur, on le rappelle, 10% plus léger au niveau du châssis et 18% plus léger que la NC750 que la Transalp remplace un peu officieusement. Alors c'est sûr, la NC n'avait pas une grande réputation en termes de légèreté, mais c'est à noter, Honda a bien travaillé là-dessus. La machine pèse en tout 208 kg, tout plein fait. Autre point qui est très intéressant, non seulement en ville pour être bien dans les bouchons, mais également sur route pour partir loin en tout confort, c'est la position de conduite. On le voit, ce trail est très confortable dans le sens où il y a un guidon qui est large, haut, qui permet de poser ses mains bien en avant. La selle, elle, se trouve à 850 mm, ça peut paraître grand, mais en fait, elle est bien dessinée et on voit, alors j'ai de grandes jambes, je mesure 1,80 m, mais je pose les deux pieds de chaque côté sans aucun souci et je suis certain que les personnes qui mesurent 1,70 m au moins pourront faire de même. Les repose-pieds se trouvent relativement bas, ce qui fait qu'on a les jambes qui ne sont pas du tout pliées. Pour les plus grands, effectivement, on aurait peut-être apprécié pouvoir lever la selle de 2 cm, pas plus. Ce n'est pas le cas sur cette Transalp, c'est un peu dommage. En revanche, je rassure ceux qui seraient vraiment plus petits, il y a une option selle basse qui pointe à 820 mm du sol. Donc là, à ce niveau-là, pour les tout petits, il n'y a pas de problème. Il y aura encore moins de problèmes en termes de protection puisque
La bulle qui nous paraissait au début vraiment étroite et courte, finalement protège plutôt bien puisque le tête de fourche est haut, la selle est relativement basse, ce qui fait qu'on est bien protégé. On a les 2/3 du casque qui sont protégés, en tout cas quand on se tient droit, ça dévie bien le vent. L'avantage aussi, là on voit il y a des déflecteurs, mais sur le modèle d'origine dépourvu de déflecteurs, ça évite qu'il y ait trop de turbulence. C'est le point que Honda voulait soulever en créant cette machine-là, c'est qu'il n'y a pas un gros pare-brise qui ensuite génère des turbulences désagréables. Forcément, le mauvais côté, c'est que la protection n'est pas totale. On a le bout des épaules qui peuvent être perturbés un peu par les courants d'air. Autre chose aussi qui manque, et là pour le coup, on est vraiment moins content, ce sont les pare-mains. On a pu le tester sur le retour, on avait une moto qui était équipée de pare-mains, et par rapport aux petits camarades qui en étaient dépourvus, ça change quand même beaucoup. On aurait aimé que les pare-mains soient installés de série sur cette Transalp 750. Autre point qui séduira forcément les futurs acheteurs de la Transalp par rapport à ceux de la Hornet, parce qu'ils pourraient éventuellement hésiter. C'est vrai que c'est le même moteur qui est vraiment sympa, mais pour le duo, il n'y a pas photo. Sur la Transalp, le passager ou l'éventuelle passagère sont beaucoup mieux lotis. On aurait apprécié peut-être que les repose-pieds arrière soient garnis de caoutchouc, mais on aime quand même le fait qu'il y ait une selle qui est beaucoup plus large, beaucoup plus profonde. La selle pilote est profonde aussi, ça permet de changer de position sur les longs parcours. Et puis il y a le porte-paquet, alors c'est surtout un porte top case parce qu'il n'est pas excessivement long, mais ce porte-paquet fait aussi office de poignée passager et donc il y a un très bon maintien à ce niveau-là. Autre point à soulever, c'est la présence d'un échappement bas par rapport à toutes les générations précédentes de Transalp qui avaient un échappement haut, qui faisait un peu plus off-road. Là, c'est un choix qui a été dicté par le confort. Le confort, non seulement du passager, ça lui évite d'avoir un peu trop chaud, mais également lorsqu'on a des valises, d'éviter que la valise de droite soit d'une taille réduite à cause du pot et puis qu'elle subisse trop de contraintes au niveau en termes de chaleur. On parle des valises. Oui, la Transalp peut être équipée de moult accessoires. Honda y a pensé, bien évidemment. Ils ont même prévu 5 packs pour les personnes qui souhaitent améliorer leur Transalp dans le domaine urbain, avec un top case par exemple, dans le domaine du voyage pour avoir les valises. Les deux sont combinables et on verra qu'à la fin, ça peut faire une moto qui est très bien équipée, mais un petit peu plus chère, naturellement. On le voit, la Transalp hérite du même écran 5 pouces multicolore que la Hornet. On l'a déjà dit sur Motonet, c'est un écran qui nous plaît beaucoup. Il est petit certes, mais il est très condensé, mais il est lisible. Et le maniement se fait entièrement à partir du commode gauche grâce aux croix. On le voit ici donc, le plus important c'est la vitesse évidemment, le régime moteur, toutes les infos, mais ce qu'on va noter ici c'est les modes de conduite puisque la Transalp en bénéficie de 5. Le mode sportif avec la puissance au max. Alors tous les modes incluent la puissance maxi de 92 chevaux environ, mais la manière dont elle est distribuée diffère selon le mode appliqué. EB, c'est l'engine brake, le frein moteur qui est donc plutôt léger sur la version sport, le traction control qui est un peu plus permissif en sport également, et le mode ABS qui est sur 2. Il y a un mode 1 qui est disponible sur le mode gravel, on va le voir ensuite. Le mode standard qui est un tout petit peu moins réactif, mais franchement ça se joue à pas grand chose, avec un engine brake, un frein moteur un peu plus prononcé, un traction control qui limite aussi vraiment absolument les glisses. Et puis on passe au mode rain. Alors là, il faudra faire attention parce que si vous rentrez un vendredi soir du boulot en mode rain parce que il a plu, c'est glissant, le dimanche matin ou le samedi matin, n'oubliez pas de remettre la moto en mode sport parce que vous pourriez être surpris du fait que le traction control qui est au maximum limite vraiment beaucoup. On a fait l'expérience sur une route qui était particulièrement défoncée en sortie de virage. Lorsqu'on remet la louche de gaz, eh bien, la moto a tendance à cahoter, elle ne prend pas de tour de régime et donc il faut relâcher la manette des gaz pour calmer un peu l'électronique et repartir sur des bases plus saines. Un mode gravel,
Le mode gravel, il est intéressant. Pourquoi? Parce que la réaction au niveau de la puissance est un peu plus prononcée que le mode rain, mais elle est quand même plus douce que dans les modes sport et standard. Le frein moteur est plus important, c'est là qu'il est le plus important. Le traction control, eh bien, il est assez interventionniste par défaut. Et le mode ABS est sur le mode 1, donc un petit peu plus permissif. Il y a la possibilité non seulement de déconnecter l'ABS à l'arrière uniquement, mais également de déconnecter l'anti-patinage, ce qui peut être un bon point pour les personnes qui gèrent particulièrement bien le tout-terrain, même si Honda se défend d'une utilisation vraiment engagée en off-road. Dans ses communiqués de presse et à travers les discussions qu'on a pu avoir avec les responsables japonais, il est toujours fait mention de sentiers plus que de ornières et de circuits de motocross. Cette instrumentation est également connectée via Bluetooth qui permet d'appairer son téléphone, son smartphone avec et de bénéficier notamment de la navigation. Il faut rappeler que Honda a la volonté de sécuriser au maximum le pilotage de ces motos et donc il n'y a pas de commande au niveau des commodos pour toute la gestion des applications, que ce soit la messagerie, la musique, c'est uniquement par commande vocale. Il y a la navigation virage par virage. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez toujours installer un GPS. On voit ici, il y a une prise électrique, mais attention, cette prise est en accessoire. Ce qu'on a pu noter et qu'on n'avait pas forcément observé sur la Hornet, c'est entre 3000, 3500 et 4500 tours minute de légères vibrations qui émanent du moteur. Pourtant, il y a toujours le même principe de double balancier qui annule vraiment la majorité des vibrations du bicylindre, mais on a senti, alors peut-être est-ce dû au fait que la moto est plus haute, le guidon plus large, des légères vibrations au niveau du guidon entre 3005 et 4005, ce qui fait que sur le dernier rapport, on va se trouver dans les allures usuelles sur le réseau secondaire. Donc pour les motards qui aiment voyager en race campagne à allure modérée, ça sera sensible et ça sera peut-être un peu gênant. En revanche, pour les citadins, aucun souci. Et pour ceux qui aiment prendre l'autoroute, on se place à 140 km/h compteur juste au-dessus des 5000 tours minute. Et là, comme par enchantement, les vibrations disparaissent et on est comme dans son canapé. Ce qu'on note également, c'est que la sonorité du moteur est vraiment ravissante, elle est vraiment chouette. Il y a non seulement deux sorties de diamètre différentes, mais il y a également des tubes de longueur et de sections différentes à l'intérieur. Honda a vraiment très bien bossé, que ce soit sur la Hornet ou sur la Transalp. C'est assez enivrant et c'est pas saoulant pour autant, donc très bon point pour Honda là-dessus. En termes de freinage, Honda tape dans le 1000 ou dans le 750. Puisque les prestations, que ce soit en ville, sur route, en tout-terrain, gentil, on l'a dit, sont très bonnes. Le cahier des charges était très précis. Il fallait donc que le double disque de 310 mm et les étriers de 2 pistons mordent modérément dans un premier temps. Il faut savoir également, il faut rappeler que c'est un modèle qui est destiné également au permis A2, donc il ne faut pas quelque chose de trop féroce, on va dire. Il est parfaitement dosable et puis après, la puissance peut être convoquée facilement au moyen du levier qui est réglable et il n'y a aucun souci en cas de freinage d'urgence. On note également que les clignotants Honda sont en veille, c'est normal, il ne faut pas s'inquiéter, c'est afin de mieux distinguer les motos dans le flux de 4 roues, 6 roues, etc. Lorsqu'on circule en ville ou sur route. Et en cas de freinage d'urgence, les feux de détresse sont automatiquement activés lorsque le freinage est prononcé. Ça se coupe automatiquement et d'ailleurs, l'extinction des clignotants gauche ou droite se fait de manière automatique également. Par rapport à la Hornet, qui est sa jumelle, qui a été conçue parallèlement donc, à la Transalp, il y a un train avant qui est plus ouvert nécessairement de 2 degrés avec une traînée qui est allongée de 12 mm, ce qui donne à la conduite eh bien, une moto qui est plus stable et qui est toutefois pas difficile à inscrire. D'ailleurs, le train avant est formidable de neutralité et de progressivité.
on penche la moto au degré près et elle ne va pas engager, elle ne va pas être réticente. Et même lorsqu'on commence à freiner, à lécher les freins, il n'y a pas de phénomène de redressement ou quoi que ce soit. C'est un modèle qui est très sain et qui est à mettre entre toutes les mains. La monte de pneus, c'est naturel, a été choisie de type mixte puisqu'on trouve des carreaux street sur les modèles que nous avons essayés aujourd'hui avec, on le voit, des pavés assez marqués. Ce sont des modèles tube type, contrairement aux tubeless, c'est-à-dire qu'il y a des chambres à air à l'intérieur. Ça permet de partir à l'aventure entre guillemets avec un paquet de rustine, voire une chambre à air supplémentaire. On est moins embêté que lorsqu'on crève avec un tubeless et qu'il faut mettre une mèche. C'est pas toujours aussi facilement réparable. En termes de comportement, sur la toute petite partie de sentier que nous avons emprunté, on a trouvé qu'il y avait de la traction. Au niveau de la direction, c'est plutôt convaincant également. Évidemment, on ne va pas aller jouer dans des bourbiers avec ce type de pneus, mais ça permet tout de même de quitter la route en toute sécurité. Et puis sur la route, on est en sécurité aussi, vous pouvez nous faire confiance, on a mis du gaz, on a mis du rythme et il n'y a eu aucun souci, même sur les routes qui étaient un peu parfois humides, on a roulé un peu plus vite que ce que les clients de la Transalp devraient faire raisonnablement, pas de perte de grippe. L'électronique n'a pas été dépassée non plus, donc c'est du très bon matériel, à savoir que la montre peut également être du Dunlop Mix Tour, ça dépend, à voir avec votre concessionnaire. Pour s'éloigner des routes et de ces stations-service, Honda a confié donc à la Transalp un réservoir de 16 litres neuf. Ça peut paraître faible, mais il faut savoir que la consommation de ce Twin est faible également, puisqu'elle est donnée pour 4,35 litres aux 100 km, ce qui fait, d'après un rapide calcul de la part de Honda, une autonomie qui atteint presque les 390 km. Nous, à titre d'information, on a parcouru 241 km avec 12 litres d'essence. L'ordinateur de bord donc indiquait 5 litres aux 100 km. Et pourtant, il faut reconnaître qu'on ne l'a pas particulièrement ménagé, donc ça doit être effectivement possible de consommer autour de 4,5 litres sans trop de difficultés. Les coloris, on le voit, il y a ce coloris blanc, rouge et bleu qui est un coloris historique et qui lui va plutôt bien avec les jantes dorées, ça lui donne un look vraiment off-road prononcé. Il y a également des coloris qui sont plus sobres, un peu plus mat, noir ou gris. Tous ces coloris, ces trois coloris différents, sont disponibles donc en concession au tarif de 10 599 €. Et là, c'est le même coût que la Hornet, c'est-à-dire que Honda place sa moto légèrement en dessous de la référence Yamaha, à savoir la Ténéré, qui pointe en ce moment à 10 999 €. C'est donc 400 € moins cher. Attention toutefois, étant donné le programme routier de cette moto, il faudra, comme on l'a dit tout à l'heure, prévoir quelques rallonges tarifaires pour équiper un peu mieux sa moto. Il y a 5 packs qui sont disponibles et si l'on cumule les 5 packs à la fois, on atteint une somme donc de 15 422 €. On dépasse alors le prix d'appel de l'Africa Twin qui sera donc complètement dépouillé, mais qui bénéficie d'un gros réservoir de 19 voire 25 litres, d'un gros moteur avec du couple, 105 Nm, également d'une centrale IMU qui est absente de la Transalp. Donc en termes de technologie, on fait un bond en avant avec l'Africa Twin. Il y a un écran tactile, il y a un look qui est un peu plus agressif. Il y a le DCT aussi qui est disponible. Bon, c'est 1 000 € de plus, mais cette option n'est pas disponible sur la Transalp alors qu'elle l'était sur la NC 750. C'est à prendre en compte. Il y a une selle réglable. Bref, le Maxi Trail en fait plus. Il est plus lourd aussi et il est plus cher une fois équipé. Dans l'absolu, la Transalp est très bien placée puisqu'on le disait, elle est 400 € de moins que le Trail Ténéré 700 de Yamaha qui s'est vendu à 2545 exemplaires dans toutes ses différentes versions. Le deuxième trail le plus vendu en France de moyenne cylindrée l'an dernier, c'était le Tiger 900. Là aussi, il y a plusieurs modèles qui sont accessibles et ces modèles commencent à 14 395 €, donc c'est quand même beaucoup plus cher. Les Triumph sont d'ailleurs 800 € plus cher que la F850 GS, dispo à partir de 13 590 €. La F750 GS, elle, se place au niveau de la Ténéré, 11 000 € tout rond.
Et puis dans un registre plus néo-rétro, un peu plus classique, la V85 TT séduit aussi pas mal les Français, et ils ont raison, elle est très charmante, avec un tarif mini de 12 199 €. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette Transalp Honda 2023. On vous souhaite de bons essais parce qu'on vous invite à l'essayer vous-même. A plus et bonne route. Voilà. Yeah.